Salutations, bienvenue dans l'énième top fait par un youtubeur cinéphile sur les meilleurs films de 2020. Donc ouais, quand ça m'avait bien plu de faire la vidéo des tops et flops de 2019, je me suis dit allez, on va en profiter pour en faire pour 2020, même si, comme vous en doutez, ça a été compliqué de voir des films. Ce qui fait que pas énormément de films ont pu sortir cette année, notamment des grosses attentes comme Dune ou je sais pas s'il y en a qui attendent Black Widow, hein, si jamais il y en a qui attendent Black Widow. En vrai il a pas l'air si mal que ça, mais j'ai l'impression que les gens ont un petit peu oublié Black Widow avec le temps. Donc ouais, compliqué, mais je pense qu'au niveau des qualités on s'en sort pas si mal que ça. Au niveau de l'industrie c'est catastrophique, c'est limite l'apocalypse, hein, rien que les salles de cinéma on sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir après toutes les pertes qu'ils ont enchaînées avec le Covid et les studios de cinéma qui commencent à les abandonner, hein, que ce soit Warner ou Disney. Mais en termes de qualité, je trouve qu'au niveau ratio bon-mauvais, on a eu plus de bons films que de mauvais films. Après, je me trompe peut-être parce que j'ai pas vu tous les films du monde. J'ai pas vu certaines daubes, comme par exemple, à ce qui paraît, il y a une suite d'After. Voilà, je savais même pas que le premier film avait bien marché. Mais aussi des films qui ont l'air très bons, comme 1917, voilà, qui a l'air excellent. C'est juste con que j'aime pas les films de guerre, mais bon, ça c'est juste mes goûts. Ou encore Mon Cousin, ça c'est con, ça, je voulais le voir, Mon Cousin. Il avait l'air vraiment pas mal, rien que pour le réalisateur. Mais voilà, là, le problème c'était surtout l'organisation, parce que je voulais absolument le voir avec Armin, qui aime beaucoup le réalisateur lui aussi. Donc du coup, comme on n'arrivait pas à se trouver un bon moment pour voir le film avec le boulot, les trucs avec la famille et tout, il y a aussi Invisible Man qui, à ce qui paraît, était une très bonne surprise, mais pas eu le temps de le voir. Il a l'air très intéressant, ouais. Il y a le film de George Clooney sur Netflix qui apparemment se fait défoncer par les critiques, mais voilà, il m'a l'air sympa, de loin, hein, je peux me tromper. Oh, il y a aussi ce film qui a Trigger de Donald Trump que j'ai pas eu le temps de voir. C'est dommage parce qu'il a l'air sympa. Mais j'ai quand même fait en sorte de voir un maximum de films, ce qui était pas compliqué. Et durant le déconfinement, bien entendu, j'en ai profité pour revoir quelques films. Bon, des films que j'avais déjà en Blu-ray et que j'aime déjà, voilà, comme Matrix, Inception, Les Seigneurs des Anneaux, Akira, etc. Mais voilà, je tenais quand même à le faire quand même, ne serait-ce que pour soutenir les salles de cinéma et aussi pour le plaisir de voir ces chouettes films sur grand écran. Et aussi des films que j'avais un petit peu ratés, comme par exemple Le Chant de Loup, voilà, qui beaucoup me disaient que c'était un excellent film. Et malgré le fait que je suis pas très militaire, je suis d'accord pour dire que ouais, il était excellent. Et en salle, ça vaut le coup. Ou encore Babe. Ouais, j'avais pas vu Babe jusque-là. Il est très bien, mais je préfère le 2. Mais voilà, tout ça pour dire que durant ces heures sombres, il ne faut pas laisser tomber le cinéma. On a plus que besoin du cinéma pour ne serait-ce que nous soutenir émotionnellement ou nous guider sur qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments aussi sombres. Donc c'est pour ça, continuez à voir des films, soutenez-les de la façon que vous voulez, parce que je sais qu'il y a certains snobs qui aiment bien juger sur le fait que « Oh, tu préfères voir sur Netflix plutôt que sur grand écran, tu tues le cinéma ?» Non, arrêtez avec ça. Ce qui tue le cinéma, c'est le Covid et les studios qui abandonnent les cinémas. Les spectateurs, ils y sont pour rien, ils se contentent de voir les films qu'ils veulent. Laissez-les tranquilles. Donc c'est pour ça que je fais mon top de cette année, pour vous montrer les films qui méritent d'être vus, selon moi en tout cas. Mais avant de passer au top, nous allons faire comme la dernière fois et faire les petites listes. Bon, là, il y a moins de listes parce que il y a moins de catégories de films, voilà, vu qu'il y a eu moins de films en général. Mais j'ai quand même pu remplir une petite liste de films que je trouvais excellents, bons, un petit peu moyen, juste pas assez bon pour être dans le top. Donc voici ma petite liste. Les traducteurs qui étaient pas mal du tout. Enfin, franchement, c'est étonnant de voir un bon polar français parce que ça faisait des années que les Français, ils avaient rendu les polars chiants, tu vois. Je crois que avant ça, le dernier bon polar, c'était quoi, genre Les Rivières Pourpres ou non, je crois que ne le dis à personne, quoi, que le côté polar, il était pas ouf. C'était plus le côté romance, mais quand même, voilà, les polars français, ils avaient un petit côté Donc du coup, ça fait plaisir de enfin voir un thriller français bien mené, voilà, avec une bonne ambiance, un côté nuit clos qui est très bien exécuté, et même une thématique intéressante, voilà, sur l'occidentalisation qui profite un petit peu du talent de différents pays. Le film est très bien, je vais pas en dire plus que ça, parce que c'est mieux de découvrir ce genre de film, donc je vous laisse découvrir les traducteurs. Ensuite, nous avons Jumbo, film très intéressant pour son concept qui raconte l'histoire d'amour entre une jeune femme et un manège. Alors non, ce n'est pas une comédie. Ou du moins pendant 99% du film. Non, franchement, le film, il a une approche très intéressante à comment justifier cette relation un petit peu qui semble bizarre de loin, mais qui, quand on commence à s'y regarder d'un peu plus près, oh, c'est mignon, ça fait de mal à personne, pourquoi s'y opposer? Les acteurs sont bons, le visuel un petit peu trop grisâtre pour moi la plupart du temps, mais on va dire que c'est cohérent avec le fait que les couleurs sont très vives quand elle est avec le manège, et c'est justement pour ça qu'elle préfère le manège à tout le reste de son monde, parce que c'est le seul truc où elle voit les couleurs. Et oui, justement, la romance, ils ont pas vraiment réussi à donner une personnalité vivante au manège, mais tu vois, tu sens quand même l'alchimie malgré tout. L'actrice fait un bon boulot pour faire croire qu'elle est vraiment fascinée et amoureuse de ce manège, et ils essayent quelques idées visuelles pour montrer leur lien qui part quelquefois dans le cosmique. Bon, des fois, ça fait un petit peu cartoon, hein, genre par exemple, quand le manège est tout triste, c'est genre...
Voilà, quelquefois c'est un petit peu limite, mais franchement un concept aussi casse-gueule, chapeau pour l'avoir mené aussi bien que ça. Le seul truc que je critiquerais, voilà, c'est vraiment du chipotage. C'est déjà la toute fin. Alors pendant toute la majorité du film, voilà, c'est très pessimiste, c'est très sombre, c'est très psychologique, c'est très sur le vif. Par contre, la dernière scène, je sais pas pourquoi, c'est devenu Little Miss Sunshine. Voilà, peut-être que c'est juste moi que ça choque, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui sont genre non, on a une fin heureuse pour cette histoire, c'est bien. Mais bah oui, ça fait plaisir. C'est juste que voilà, il y a une petite rupture de ton, je sais pas comment la prendre. Et aussi, alors, pour les moments où l'actrice se met à poil, je veux bien pour la scène un petit peu cosmique et tout, où on la voit faire une sorte d'échange de fluide avec le manège. Voilà, c'était visuellement très intéressant et c'est cohérent de la mettre à poil dans ce moment-là. Je comprends aussi pour la scène où elle se force à se taper le nice guy, l'autre connard là, juste pour essayer de se normaliser. Voilà, ça va avec le côté gênant, violation, etc. Par contre, au tout début où elle se contente de se changer et la scène volontairement gênante où elle essaye de se pardonner auprès du manège, elle se fout à poil, elle commence à tremper ses nichons dans l'huile dégoulinante du truc, et je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans ce moment-là? Tu vois, ça c'est typiquement film français, il faut forcément que la nana se mette souvent à poil, voilà, je veux bien pour certaines scènes où c'est pertinent, mais là, au bout d'un moment, c'est gratuit, quoi. Ensuite, nous avons Scandale, film. Voilà, il est très bien mené, voilà, il est très informatif sur les problématiques du mouvement MeToo, etc. Mais après, voilà, c'est bien mené, mais plus dans le sens intéressant du sujet, mais pas tant en termes cinématographiques. Voilà, ça aurait peut-être été mieux mené avec une direction un peu plus... je sais pas, voilà, il y a quelque chose qui fait que j'ai pas des masses accrochées. Le film est quand même bien, je vous le conseille. Mais voilà. Ensuite, nous avons Tout simplement Noir. Le sujet, c'est grosso modo les problématiques qui entourent le militantisme contre le racisme et montrer que c'est pas si facile que ça que de lever un mouvement, voilà, qu'on essaye de combattre un système, un racisme systémique à nous tout seuls, qu'on essaye de trouver de l'aide par-ci par-là, mais tout le monde a un petit peu son agenda à lui, ils ont leurs propres objectifs. Et puis il y a des fois, toi-même, t'es un petit peu con, tu commences à dire n'importe quoi et tout, tu te retrouves coincé dans certains biais qui ne sont pas arrangeants. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant et aussi ça ramène quelques scènes pas mal drôle, voilà, comme pas mal de faux documentaires dans le genre. Comme par exemple la scène de Mathieu Kassovitz où le personnage principal fait un casting pour jouer dans son prochain film et il commence à faire des commentaires ultra limite, genre non mais je veux pas un noir, je veux un mot en haine. Là t'es genre Mathieu, non, dis pas ça devant sa gueule, non. Mais la scène la plus drôle c'est quand il est habité par une personnalité mystérieuse, voilà, qui commence à y aller en pleine nuit, en pleine cambrousse, voilà, il rentre avec son pote, la caméra reste dans la voiture et quelques secondes après, tu les vois ressortir, sautant par-dessus la barrière en criant « Tire-toi, c'est Dieu donné !» Voilà, il y a pas mal de bonnes scènes, voilà, qui remettent un petit peu en question le côté militantisme, mais sans pour autant dire que c'est complètement inutile, voilà, heureusement. C'est de la vraie nuance, hein, c'est pas la fausse nuance que certains droitards essayent de mettre en place. Non, là, c'est vraiment une remise en question sur les problèmes de militantisme qu'il faudrait régler avant de pouvoir réellement changer les choses. Après, peut-être que le film est un petit peu décousu, il arrive quand même à écrire un fil rouge tout le long, mais voilà, un petit peu trop décousu pour moi, et de toute façon on a un meilleur faux documentaire dans le top. Wonder Woman 1984 qui était pas mal du tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent le côté un petit peu kitsch, nanar, naïf et tout, c'est Wonder Woman. Évidemment, c'est un petit peu kitsch, un petit peu nanar sur les bords. J'ai même envie de dire, je suis content qu'on commence à retrouver certains films qui reprennent l'esthétique, pas vraiment exactement pareil, mais une esthétique pas loin des Spider-Man de Sam Raimi, voilà, qui assume le fait que c'est bon enfant, c'est coloré, voilà, c'est quelquefois un petit peu exagéré, oui, mais c'est tout ce qui fait le charme des super-héros, justement. Et en termes thématiques, voilà, il y avait des idées intéressantes. Qu'est-ce qui est le mieux entre le désir ou la vérité, voilà, c'est bien mené de ce côté-là. Après, oui, il y en a beaucoup qui critiquent les effets spéciaux ratés et la narration qui est un petit peu vite fait. J'ai l'impression qu'il y avait des problèmes de production, j'ai l'impression qu'ils ont rushé le film à cause des conditions avec le Covid, etc. Parce que, voilà, même la musique par Hans Zimmer, voilà, qui commence à perdre de plus en plus son talent, c'est dommage, on en est déjà là. Mais là, pour le coup, il recycle des musiques. Alors, on a l'habitude de Hans Zimmer qui recycle quelques musiques, parce qu'il le fait quelques fois. Mais aussi, il y a un moment où il recycle une musique qu'il a pas composée. Il y a un moment où il recycle la musique de Sunshine, genre, je comprends pas. En soi, la scène est belle, mais pourquoi ? On est dans Kick-Ass maintenant. Mais voilà, en soi, c'est un bon film de super-héros. Peut-être pas le meilleur de tous les temps, ou ni même le meilleur de l'année en fait, mais voilà, je trouvais qu'il était très bien mené pour ce qu'il essayait de faire. Ensuite, nous avons Lupin 3 The First, qui était
très chouette. Franchement, si vous êtes fan de Lupin 3, n'hésitez surtout pas parce que là, l'animation en synthèse japonaise, voilà, elle a pas mal de limites, mais là, pour le coup, ils ont fait un super bon boulot. L'histoire, c'est du classique Lupin 3, voilà, du bon classique, et voilà, c'est juste une chouette aventure. C'est juste pas assez bien pour que je le mette dans le top, mais en soi, voilà, c'est vraiment un très chouette film. Le remake de La Belle et le Clochard, croyez-le ou non, c'est un des rares remakes Disney à être correct. Voilà, pourtant je mettais pas une seule cahuète entre le fait que c'est un remake Disney alors que... voilà quoi. Le fait que c'est un film d'animaux qui parlent avec de vrais animaux qui... voilà, c'est un genre qui commence à montrer ses limites et... putain, maintenant qu'on arrive à bien faire les animaux en synthèse, laissez tomber quoi. Ces films-là, ils sont nuls quoi. Et le fait que La Belle et le Clochard, c'est même pas de base un des meilleurs Disney... voilà quoi, je ne mettais pas une seule cahuète. Mais en soi, voilà, c'était probablement un des meilleurs remakes qu'ils aient fait. Faut dire, encore une fois, La Belle et le Clochard, déjà de base, c'est pas le meilleur des Disney. Donc du coup, ils ont pu corriger de vrais problèmes narratifs. Comme par exemple, le coup du chien qu'on croit qu'il meurt à la fin du film. Ça, par exemple, ils ont réussi à le corriger. Il y a même des scènes qu'ils ont réussi à rendre meilleures. La scène du rat, par exemple, c'était une scène qui était un petit peu osef dans l'original. Mais là, pour le coup, ils ont en limite fait un vrai petit film d'horreur bien efficace. Là, pour le coup, chapeau. Mais après, voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre ou quoi, voilà, il y a toujours quelques petits problèmes par-ci par-là, et le fait que les personnages principaux ne jouent pas parce que ce sont des vrais animaux, ouais, que forcément tu peux mettre toute la synthèse que tu veux, c'est des animaux, donc ouais, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Ensuite nous avons Enola Holmes qui est mignon, voilà, tu vois, c'est pas un mauvais film, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, c'est mignon, voilà, c'est un petit film pour enfants mignon, voilà, et en soi, pourquoi pas. La seule raison pour laquelle on a entendu parler de ce film, c'est parce que, il y a eu pas mal de anti-LGW qui voulaient se plaindre de grands remplacements. Oh voilà, même Sherlock, ça devient une femme. Non, c'est sa sœur, c'est tiré d'un bouquin qui existe depuis la paille, mais arrêtez d'inventer de faux problèmes. Et en soi, voilà, c'est mignon. J'ai un petit peu oublié le film, en fait, pour être honnête. Non, il y a deux trucs que j'ai vraiment bien aimé, c'est, bon... le côté féministe, progressiste et tout, ils essayent des trucs et c'est justifié dans le contexte historique parce que justement c'était une époque où on commençait à remettre en question ce genre de trucs, mais c'est pas spécialement bien mené, c'est assez artificiel sur les bords. Le seul truc qui sort du lot, et c'est justement la meilleure phrase du film, c'est quand Sherlock discute avec, j'ai oublié son nom, c'est la madame qui a entraîné Enola à se battre, voilà. Il y a une discussion entre elle et Sherlock Holmes qui lui dit je m'en fiche de la politique. Et elle lui répond ah bah oui, t'es un homme blanc hétéro, forcément tu t'en fous de la politique. Le monde est déjà confortable pour toi. Par contre, pour nous, on doit se battre. Et je trouvais que bonne remarque. C'est le seul truc qui sort dans la thématique là-dessus. C'est dommage que le reste soit assez artificiel. Et en général, Sherlock, joué par Henry Cavill, je trouvais que il était pas mal du tout. Ouais, c'est un petit peu court pour un film qui met en avant le côté féministe en montrant la petite sœur sortir du patriarcat mené par ses frères et tout. Voilà, c'est quand même con de se dire que le meilleur personnage c'était Sherlock Holmes. Mais voilà, Henry Cavill est le rose charismatique, super attachant et aussi... ça change de voir un Sherlock Holmes qui n'est pas un fils de pute. Parce qu'avant, c'est vrai que ça devenait un petit peu trop systématique, voilà, que ce soit dans le Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr., dans Sherlock, dans pratiquement toutes les adaptations de ces dernières années, ça commençait à devenir un petit peu chiant que Sherlock soit tout le temps le connard suffisant qui se croit supérieur aux autres, etc., juste parce qu'il est plus intelligent. Donc du coup, montrer un Sherlock qui est plus intelligent que tout le monde, mais qui sait quand même faire preuve d'attention, d'émotion, etc., ça fait plaisir et Henry Cavill fait un bon boulot là-dessus. Donc cool. En avant, pas le meilleur de Pixar, mais Pixar plutôt correct, voilà. Mieux que Rebelle et... disons Cars 3, largement meilleur que Cars 2, hein, et un chouïa meilleur que Monster Academy, on va dire. C'est juste que, Pixar a fait mieux. Ouais, c'est bête, voilà, mais Pixar a fait mieux. En parlant de Pixar, on a le vice-versa français, Le Prince oublié, qui, pas le meilleur film de Michel Hazanavicius, mais quand même, c'est toujours sympa de voir un film français qui assume le côté conte pour enfants imaginatif, sans pour autant essayer d'être cynique, d'essayer d'en faire un défilé de... bon, si, c'est un petit défilé de célébrités, voilà, la star principale, c'est quand même Omar Sy, mais voilà quoi, là il y avait un peu plus d'honnêteté que dans la plupart des films français qui se veulent enfantins quoi. On essaye pas de faire de l'humour inapproprié, on se repose pas sur la référence, on ne fait pas un défilé de célébrités à la con, on se contente juste de notre acteur principal, c'est déjà bien. Et en soi le concept d'univers qui se passe dans l'imaginaire de la gamine, mais aussi du père, hein, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce monde se marche sur les deux, c'est le lien entre le père et la fille, plus qu'autre chose. Et en soi c'est très bien mené, il y a de bonnes idées par-ci par-là et... psychologiquement, voilà, c'est pas aussi profond qu'à vice versa, mais c'est bien mené, c'est juste,
il y a mieux. Voilà, même de la part de Michel Hazanavicius, voilà, il y a mieux. Les filles du Docteur March, encore une fois, film très bien mené. J'aime d'ailleurs quelques petites idées subtiles qui font en sorte que le film marche dans le contexte de la place de la femme actuelle, sans pour autant complètement dénaturer l'œuvre, parce que finalement, tout ce qui se passe dans cette adaptation-là, c'est ce qui se passe dans toutes les autres adaptations de la fille du Docteur March, le bouquin, sauf que là, on rajoute un petit commentaire méta pour dire que, ouais, voilà, faut que ça se finisse comme ça, parce que on est dans une société, on peut pas tolérer que le personnage principal féminin ne finisse pas marié. Et pour le reste, bah, c'est juste les filles du Docteur March, mais avec une très bonne exécution, les actrices sont bien, la mise en scène est bien menée, le drame marche toujours, tu vois, ça doit être quoi, genre la 10e fois qu'on tue la gamine et ça marche toujours autant. Spoiler pour les quelques qui connaissent pas l'histoire des filles du Docteur March, désolé. Le bouquin a un petit peu plus de 100 ans, je pensais que tout le monde était au courant. Vivarium, c'était pas mal. L'appel de la forêt, film que il y a eu quelques polémiques par rapport au fait qu'il n'engageait pas de vrais chiens. Genre, pourquoi vous voulez prendre de vrais chiens dans un film où on met en danger des animaux? Non, moi au contraire, je trouve que on est arrivé à un stade où l'image de synthèse des animaux est tellement perfectionnée que du coup on peut se permettre de plus prendre de risques avec des animaux, parce que vous savez, ce boulot c'est dangereux pour les animaux en question, hein, surtout dans des trucs d'aventure où tu passes dans les forêts avec des obstacles et tout. Et puis aussi pour les metteurs en scène, j'imagine que bah, c'est super pratique d'avoir un personnage qu'ils peuvent complètement contrôler au lieu de compter sur un éleveur qu'on sera pas sûr s'il va faire telle action ou telle action. Donc honnêtement je trouve ça bien qu'ils aient fait le film avec un chien en image de synthèse, surtout que la synthèse est très bien. Les expressions sont très cartoon, ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que voilà, t'es dans un film, au bout d'un moment c'est mieux de lui donner des expressions faciales plutôt que de faire comme dans le Roi Lion et le rendre inexpressif au possible, surtout que, voilà, d'accord que les chiens sont pas aussi expressifs que dans ce film, mais les chiens sont quand même expressifs, donc faut quand même leur donner un minimum d'émotion. Moi je préfère qu'il ait trop d'émotion que pas assez, tu vois. Ce qui fait que du coup le film il est ultra mignon, donc que demander de plus. Sacrée sorcière, bien entendu, film de Robert Zemeckis, j'étais aux premières loges, pas aussi bien qu'il aurait pu l'être, mais quand même bien mené. Ça résume un petit peu tous ceux qui sont sur cette liste en fait. Mais voilà, Robert Zemeckis, il en profite encore pour tester des capacités de mise en scène, pour la création de créatures, pour la performance capture avec les mouvements de caméra très libres. Et le petit côté enfantin, voilà, ça fait toujours plaisir, voilà, pour ce genre de film, qui n'essaye pas de trop justifier les sorcières ou les transformations et tout, voilà, c'est juste assume que c'est de la magie au bout d'un moment, voilà, ça fait du bien de voir enfin un film faire un petit peu ça. Et par rapport aux polémiques qui s'est tapé, ben je trouve que dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de tort à qui que ce soit. Je veux dire, la madame qui s'est plainte, bah, elle a pas abusé, elle a pas appelé au boycott, elle a pas appelé à censurer le film, et je comprends son inquiétude. Parce que c'est vrai que c'est un handicap qui n'est pas super bien représenté, et qu'on peut se poser des questions sur les représenter comme des sorcières, quoi. C'est vrai que, voilà. Et de l'autre côté, bah, je ne blâme pas Robert Zemeckis ou l'équipe du film, parce que je me doute que, merde, c'était la seule idée visuelle qu'on avait, on savait pas que ça correspondait à un vrai handicap, bah zut alors. Et de l'autre côté, Warner et Anna Tawai, bah ils ont bien fait de s'excuser, voilà, en disant la vérité qu'ils savaient pas et qu'on s'excuse si on a blessé quelqu'un, quoi. De la politesse, bordel de merde. Enfin de la politesse dans ces histoires-là, ça change. Bon, il y a quand même quelques chiants qui sont allés se plaindre en mode, oh ça y est, on peut plus faire des méchants moches maintenant, mais genre, vous avez oublié que ça fait longtemps qu'on a plus de méchants moches, hein. On a appris justement à enlever cette morale superficielle à la con qui dit que les gens moches sont forcément méchants et les gens beaux sont forcément gentils. Non, maintenant on a des gentils moches et des méchants beaux, hein. Ça fait un moment qu'on a inversé le truc, quoi. Les Nouveaux Mutants, film qui apparemment a beaucoup déçu, mais moi je sais pas, moi je l'ai trouvé pas mal du tout. Je veux dire, oui, ça fait un petit peu 2 ans qu'on attend ce film, mais bon, moi, même avant toutes ces histoires de report de Disney qui essayent un petit peu discrètement de tuer le film, même si légalement ils ont pas le droit, comprends que ça crée une attente et que forcément quand le film est sorti, t'es genre, quoi, c'était juste ça? Ouais, mais tu vois, je le trouve quand même bien mené. Le fait que ça se passe dans une clinique, voilà, dans un centre de reconversion, ça montre que les mecs, ils ont bien compris c'est quoi les thématiques, et surtout, bordel de merde, enfin un couple lesbien entre personnages principaux qui est justifié scénaristiquement, qui sert l'histoire et dont on en fait pas un putain de scandale. Parce que c'est ça qui est marrant, les anti-JW là qui se plaignent tout le temps qu'on rajoute des gays de partout, etc. On les a pas vus parler des Nouveaux Mutants. C'est un petit peu comme si les anti-JW ne regardaient jamais les films, se contentaient de lire les articles qui parlent de ces films, et que donc si on fait pas des articles parlant de ça, et ben du coup il y a personne qui se rend compte qu'il y a des lesbiens dans ce film. Non et ouais, en plus voilà, les personnages sont plutôt attachants, même la blondilla qui a pendant une bonne partie du film, même elle se révèle être pas si mauvaise que ça, et tu comprends un petit peu d'où elle vient. Et la romance lesbienne, bah elle marche quoi. Même avant qu'on commence à confirmer que ouais, elles sont peut-être gays ensemble, j'étais déjà en genre, oh vous êtes tellement mignonnes vous deux, vous pouvez vous mettre ensemble.
Oh, ils l'ont fait! Et bien voilà, on a un film de super-héros qui essaie de quelque chose d'un peu plus original, genre on fait un huis clos, on fait pas un grand spectacle, on fait quelque chose qui repose avant tout sur la psychologie, donc en soi moi j'ai trouvé que c'était bien mené. Bon, peut-être pas assez pour être dans le top, mais en soi, voilà, je vois pas l'intérêt de cracher sur le nouveau mutant. Le nouveau mutant, il fait rien de mal, il est bien, il est gentil, voilà, laissez-le tranquille un peu. Il a souffert ce pauvre film. Donc voilà, on y est enfin. Putain, je suis à quoi? Une demi-heure de vidéo à parler de films qui sont pas dans le top. Donc on va enfin commencer ce putain de top. Donc nous allons commencer avec le numéro 10, La Voie de la Justice. Voilà, film que j'avais vu principalement pour pouvoir me préparer pour ma vidéo sur Green Book, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait aussi comme autres films parlant de problèmes sociaux, raciaux, etc. Et celui-là, franchement, c'est une honte qu'il soit pas aux Oscars. Donner l'Oscar à Green Book, mais même pas nominer La Voie de la Justice, ça montre que les mecs, ils se planquent sur les vrais problèmes du racisme. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur Green Book, parce que, voilà, je trouvais que la comparaison était assez pertinente, et au-delà de ce que j'ai déjà expliqué, genre le fait que ils ont un commentaire qui est pertinent, le fait que ça se passe dans une ville où tu avais How to Kill a Mockingbird qui a été écrit, que tout le monde montre à quel point ils en sont fiers, que c'est là qu'on a écrit ce bouquin, mais que de l'autre côté, bah, ils font les mêmes conneries que dénonçait le bouquin. Ça justement c'était un commentaire qui était très pertinent. Et puis aussi en général ça montre que bah le racisme systémique, voilà, ça essaie de se planquer, mais c'est là, faut arrêter de le nier. Parce que c'est en le niant, en se disant je suis pas raciste, je vis dans la ville où a été écrit en tout cas la Mockingbird, c'est pas une excuse. Tu fais quand même des trucs racistes dans le fond. Et au-delà de ça, bah les acteurs sont top. Michael B. Jordan il est... Ah non, mais il y a des scènes, il est tellement intense quoi. Genre la scène où il va en prison et que t'as le garde qui le force à se foutre à poil, alors que voilà, c'est juste une visite, je suis pas arrêté ou quoi que ce soit, tu n'as pas à me foutre à poil, j'ai des droits. Et tu sens dans son visage que putain, il se sent vraiment humilié, il se sent limite violé par la situation, parce que c'est pratiquement ce qui se passe quoi, il se fait humilier parce qu'il est noir. Et le jeu de regard qui te dit putain mec, je comprends ta douleur putain. Jamie Foxx et Brie Larson aussi se débrouillent très bien. En général, les acteurs sont tous bons et la mise en scène, voilà, il y a quelques bonnes idées par-ci par-là, voilà, ça reste relativement classique, mais vraiment relativement, parce qu'il y a quelques fois où ils font des jolis plans par-ci par-là. Et encore une fois, le centre du film, voilà, le thème sur le racisme systémique est très bien mené, et bah c'est ce qu'on attend le plus de ce genre de film. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont genre oh mais il faut pas juger un film sur sa politique. Bah dans un film dont le thème principal c'est la politique, si, un petit peu, faut le prendre en compte. Et justement, niveau politique, bah La Voie de la Justice fait un très bon boulot. Allez le voir. Numéro 9, nous avons Borat 2. Celui-là il fait marrer parce que ça fait des années qu'on n'arrête pas de prétendre que les gauchias ils ont pas d'humour, etc. Mais pourtant dès que le nouveau Borat sort, fait un humour tout autant subversif que dans les années 2000, voilà, limite même avant, voilà, quand il fait des blagues sur les règles, sur les racistes, etc. Voilà, qui montre qu'il n'a pas qu'il s'est pas du tout calmé sur le côté subversif de son humour. Et ben qui c'est qui est le plus trigger de par cette comédie là? C'est la droite américaine. Et ouais, parce que là, cette fois, ça se moque d'eux. Eh ouais, ça montre que, il y a un problème de racisme bien réel aux États-Unis et qu'il faudrait se poser des questions. Et ben du coup, maintenant, ce film est devenu politiquement correct. Quoi? Attends, répète ça. Borat est devenu politiquement correct. Tu sais que l'un des enjeux principaux du film, c'est si la gamine de Borat va se masturber ou pas. Tu oses dire que ça, c'est politiquement correct? En fait, tu sais pas ce que ça veut dire, politiquement correct. Justement, c'est complètement politiquement incorrect parce que ça vous emmerde politiquement. Donc du coup, ouais, l'humour de Borat, il marche toujours. Je vous conseille la vidéo de Lindsay Ellis qui explique très bien que non seulement l'humour de Borat marche très bien aujourd'hui, mais marche limite mieux qu'à l'époque des années 2000. Mais aussi, ouais, c'est là que tu vois la différence entre un humour purement raciste et pas drôle et un humour drôle qui critique les bonnes personnes quoi. C'est vraiment une question de cible, tu vois. Genre t'as Norman qui fait de l'humour plutôt voilà innocent, gentillet et qui pourtant justifie des logiques un petit peu racistes, genre Uber, ce réseau maghrébin, ça justifie des biais racistes alors que dans le fond c'est considéré comme politiquement correct quoi. C'est innocent, c'est Norman quoi, c'est vanilla humour. Là où Borat il est beaucoup plus subversif. Et pourtant, qui c'est qui vise? C'est les gens au sommet, c'est le gouvernement Trump, c'est le racisme qui se banalise en Amérique. Parce que tu vois, faire de l'humour sur les juifs, voilà, c'est possible, mais il y a une différence entre l'humour qui se moque des juifs, comme dans Big Bang Theory, où c'est juste « Ah là, tu t'es fait circoncis !» et l'humour qui évoque les juifs
pour se moquer de la logique antisémite, comme le fait Borat. Borat qui est persuadé que les juifs, ils ont des cornes, ils ont des ailes, ils apportent des malédictions, etc. Et du coup, l'humour, ça repose sur le fait que, il est con, il pense que les juifs, ils sont vraiment comme ça, quoi. Tu vois, c'est ça la différence, la cible. Les gens sont persuadés que l'humour, c'est juste dire un truc rigolo, drôle. Non, l'humour, ça a plusieurs mécanismes, ça a plusieurs systèmes, et surtout, c'est un moyen de communication comme un autre. C'est du transmet quand même une information et une opinion. Et justement, les droitards, ils s'en sont rendus compte parce que là, pour une fois, ils ont compris que là, l'humour, ça les visait eux. Ça montrait que, c'est des gros cons racistes. D'ailleurs, Sacha Baron Cohen, il a failli avoir des problèmes, quoi. Quand il a fait la scène où il va faire une chanson ultra raciste auprès d'un rallye des pro-Donald Trump, il a filmé tout le monde en train de chanter en chœur les paroles racistes de cette chanson, donc confirmant que ça les gêne pas du tout d'être racistes, et il filme carrément un mec qui est en train de faire un salut de nazi, et quand les mecs se sont rendus compte, putain, on est en train de se faire filmer pour le prochain Borat, ils sont genre, oh mon dieu, il nous a démasqué, chopez-le! Ils ont failli le choper, je sais pas qu'est-ce qui serait passé s'il avait chopé le pauvre. Sachant ce qui s'est passé au Capitole, putain, en voyant Borat, tu te rends compte que, ah oui, le Capitole, c'était pas un accident, c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain, c'est un truc qui se construit depuis longtemps, qui se normalise aux États-Unis. Ces personnages-là, ils existaient bien avant. Chaque fois qu'on dit que, il y a un problème de racisme dans notre société, on se fait tout le temps traiter de gens un petit peu trop fragiles, mais finalement, c'est eux les plus fragiles quand on montre les preuves de ce problème de racisme. Preuve en est, ils se sont sentis triggered par Borat. Et en soi, le film, limite, il est plus drôle que le premier film, tu vois. Non seulement il est mieux mené en termes d'histoire, parce que malgré le fait que c'est principalement de l'improvisation, ils arrivent quand même à faire un fil conducteur, voilà, un fil rouge, un fil narratif qui marche du tonnerre, voilà, la relation père-fille. Généralement, quand t'as une suite d'une comédie un petit peu comme Borat et tout, qui essaye de rajouter un personnage d'enfant qui doit gérer, voilà, c'est généralement pourri, mais là, pour le coup, non seulement c'était bien mené, c'était touchant à certains moments, et surtout, ça rend le film encore plus drôle, parce que justement, la chimie entre les deux marche super bien, quoi. Et l'humour, si tu regardes bien, il marche de la même manière que le premier film, quoi. Le premier film, l'humour, c'était pas juste Borat qui dit un truc antisémite, c'était Borat qui dit un truc antisémite, et t'as un con juste à côté qui est pas au courant qu'il est en train de se faire filmer, qui dit, ouais, t'as raison. Voilà, c'est ça l'humour de Borat, et c'est ça que Borat dénonce depuis le premier film. Et justement, non seulement il le fait bien ici, mais en plus, il le fait encore mieux, quoi. Il arrive même à montrer que parmi les pros Donald Trump, il y a des gens qui en soi ne sont pas mauvais, hein, voilà, quand il est recueilli par une bande de pro-Trump qui sont à fond dans les théories QAnon, ne vous renseignez pas sur QAnon, c'est horrible. Et ils sont très accueillants, ils veulent aider Borat et tout, tu vois que malgré le fait qu'il est clairement étranger et tout, ils essaient quand même de l'aider malgré le fait qu'ils sont pour un président ultra raciste. Et c'est là que tu te rends compte que c'est justement ça le pire dans ce système, c'est que même des gens bien se retrouvent à devoir supporter des trucs horribles juste parce qu'ils ont peur pour leur vie, juste parce qu'ils pensent que c'est réellement bien, et parce que ils se sont fait laver le cerveau par un gros connard. Qui aurait cru qu'en 2020 ce serait Borat qui apporterait la meilleure critique du système américain, quoi? Qui l'aurait cru? En numéro 8, nous avons Birds of Prey. Voilà, j'hésitais lequel des deux serait le meilleur film de super-héros de cette année, entre lui et Wonder Woman 1984, voilà, tous les deux DC Comics, comme quoi. Et bien que, encore une fois, je trouve que Wonder Woman 1984 n'est pas aussi mauvais que certains le disent, et qu'en termes de thématique, il a quelques bonnes idées bien exploitées, je trouve Birds of Prey plus poli, mieux mené. Les personnages sont beaucoup mieux développés, l'univers est plus intéressant, le méchant est beaucoup plus fun, non pas que le méchant dans Wonder Woman 1984 soit raté ou quoi que ce soit, non, il est très bien pour ce qu'il fait, mais putain, ça fait plaisir quelquefois d'avoir un méchant stéréotypé qui pique des crises comme Gary Oldman dans le 5ème élément. Moi, ça me manque ce genre de méchant, j'aimerais bien un peu plus de méchants comme ça. Faites revenir les Hades de Disney et tout, parce que je sais que maintenant on essaye de faire des méchants nuancés, dramatiques et tout, ouais, c'est bien en soi, mais quelquefois un méchant stéréotypé qui a quelques blagues par-ci par-là, franchement, ça me va, hein. Et bien entendu, pour ce film-là, il y en a beaucoup qui critiquent le côté féministe, ce qui montre encore une fois qu'on est envahi par des putains de scrolls, parce que c'est Birds of Prey. Ça a toujours été féministe. Même Harley Quinn, c'est censé le personnage qui est censé dénoncer le problème de femmes battues, hein, je rappelle. Je signale qu'à une époque, on trouvait que c'était cool que Harley Quinn soit une histoire de femmes battues, justement pour montrer qu'il y a des problèmes comme ça dans le vrai monde. Mais maintenant qu'on essaie d'exploiter ça de façon pertinente et d'actualité, ah non, là ça gêne, là c'est pas bien, c'est de la propagande de féminisme, machin. Non, et puis allez vous faire foutre, le film il est cool, le film il est fun, il est badass, il est très amusant aussi, voilà, Harley Quinn elle est toujours aussi drôle. Margot Robbie, elle s'est peut-être un petit peu loupée dans Suicide Squad, mais finalement elle s'est bien rattrapée avec celui-là, tu vois. Et tant mieux, parce que Margot Robbie c'est vraiment un excellent choix, elle est limite parfaite pour jouer Harley Quinn. C'est juste con que le premier film qu'elle ait eu, c'est cette dope de Suicide Squad, quoi. D'ailleurs c'est marrant de vous parler de Suicide Squad parce que justement la réalisatrice de Birds of Prey, c'est son premier blockbuster film d'action.
et elle mène mieux l'action blockbusteresque que le mec qui a fait Suicide Squad alors qu'il a tout un CV avec lui. Et même le côté féministe, bah je vois pas l'intérêt de m'en plaindre parce que là il est pertinent, il est bien mené et voilà, chaque personnage apporte un aspect de la place de la femme dans la société qui renforce le message quoi. T'as Harley Quinn qui a été définie par sa relation par rapport à un homme et qui doit apprendre à s'émanciper. Tu as Montoya qui a naïvement cru durant ses belles années à la méritocratie et qui se retrouve baisée parce qu'elle se rend compte que bah non, c'est un monde qui met en avant tout les hommes. Tu as Black Canary qui se retrouve coincé dans ce système ultra dangereux et qui doit apprendre à s'en sortir pour sauver son âme. Tu as Huntress, celle qui essaye de planquer absolument ses faiblesses en faisant du full masculinité toxique mais qui en final devient plus mignon qu'autre chose. Voilà, moi Huntress je crois que c'est ma préférée dans ce film là. Et tu as Cassandra Cain, la nouvelle génération de femmes qui a besoin d'être guidée dans ce bordel. Non franchement le film il est bien mené. Alors certes dans son histoire il est très simple mais justement comme il est simple dans son concept, bah du coup il peut exploiter un peu plus ses personnages, son univers et du coup bah ça fait un meilleur film, qu'un Avengers qui essaye d'avoir un scénario compliqué, etc. Non, et puis voilà, le film est juste fun aussi. Au bout d'un moment, contentez-vous de ça, quoi, merde. Vous arrêtez pas de dire que vous en foutez de la politique, vous voulez juste des films bien faits. Bah là, vous avez un film d'action plutôt cool, profitez-en. En numéro 7, nous avons Dark Waters. Je hais ce film, 10 sur 10. Non ouais, c'est typiquement le genre de film qui est excellent, mais il fait un petit peu trop bien son travail. Au point que je t'ai limite sorti déprimé de la salle. Parce que l'histoire, voilà, c'est quand même un avocat qui découvre qu'il y a des grosses industries qui sont en train d'empoisonner la population américaine, la population mondiale limite, voilà, parce que ils vendent aussi des produits à l'étranger, si je me souviens bien, et qui essaye de dénoncer ça, qui essaye de combattre ça, et qui essaye de justement sauver toutes ces vies et tout, et plus le film avance et plus il se retrouve face à des emmerdes qui l'empêchent d'avancer et t'es genre c'est quand le moment où il arrive à gagner la confiance de tout le monde en faisant un discours au tribunal. On peut arriver à ce moment-là, mais ça arrive jamais. Il est tout le temps dans la boue, il est tout le temps en train de se démerder contre 4000 trucs. Il arrive pas à faire pousser le cœur de ces putains de salopards qui empoisonnent des gens. C'est désespérant. Et justement, c'est là que le film il est bien fait, justement, parce que il montre que putain, c'est une situation tellement merdique que c'est difficile de trouver de l'espoir, quoi. Même quand tu crois avoir trouvé une solution, hop, t'as 4000 emmerdes qui s'enchaînent, et en plus de là, les autres, ils trouvent une solution pour planquer pour planquer le scandale. Et au bout d'un moment, moi, j'étais genre, mais c'est horrible, j'en peux plus, moi, de ce film, s'il vous plaît, libérez-moi. En plus, c'est même pas qu'il est mauvais, quoi. Encore une fois, il est excellent. Mais justement, c'est comme le Tombeau des Lucioles, c'est qu'il réussit trop bien son concept déprimant, bah du coup, bah il me déprime. Quelque part, ça montre qu'il fait bien son truc, donc du coup, je suis un petit peu obligé de le mettre dans le top, hein. J'arrête pas de dire que mes tops, ils sont avant tout subjectifs plus que objectifs, mais là, pour le coup, non, là, il mérite d'être dans le top, hein, subjectif ou pas. Quelque part, le fait qu'il ait réussi à me déprimer, ça montre qu'il fait bien son truc, hein. Alors, donc je conseille pas à tout le monde ce film, surtout si vous avez des problèmes de dépression, mais voilà, c'est quand même important de rappeler que ces saloperies sont là, et faut prendre conscience de ce problème, même si, putain, ça te fait désespérer en l'humanité, quoi. Numéro 6, Manque, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film sur Netflix, réalisé par David Fincher qui aime beaucoup Netflix décidément, qui raconte l'histoire du scénariste de Citizen Kane et tous ses déboires dans le système hollywoodien, la politique et tout, et comment il s'est un petit peu servi de l'écriture de Citizen Kane pour se débarrasser de ses vieux démons. Et c'est un film très bien mené, très intéressant, avec une superbe mise en scène. Encore une fois, David Fincher il est génial, surtout que là en plus c'est une mise en scène très différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà, c'est non seulement noir et blanc, mais ça reprend aussi l'esthétique des films de l'époque, bah, un petit peu comme Citizen Kane plus ou moins. Et malgré le fait que ça lui change complètement ses habitudes, il arrive quand même à maîtriser tout ça. Au point que je me demande, est-ce que c'est toujours fait en numérique? Voilà, est-ce que ce film-là est fait en numérique? Parce que il y a quand même certains effets qui sont vraiment propres à les pellicules. Et je suis pas sûr comment il est réussi quoi de passer à l'un à l'autre. Parce que s'il a fait ça entièrement en numérique, chapeau hein, parce que même le petit point qui apparaît quelquefois dans la bande, c'est le petit détail assez marrant à voir. Gary Oldman, comme toujours, il est excellent dans ce rôle, voilà, il arrive vraiment à rendre ce personnage ultra charismatique, très attachant et aussi amusant quoi, la façon dont il fait preuve de répartie pour casser du grain sur les personnes qui le dégoûtent, pour dénoncer la propagande discrète que font les productions hollywoodiennes et tout. Non franchement c'est exemplaire, le seul truc c'est que comme souvent quand David Fincher fait un film basé sur des faits réels, ça risque d'être chiant pour certains. Moi par exemple, Zodiac et Social Network, je suis un des rares, je sais, mais j'ai pas accroché justement parce que je trouve qu'il reste trop dans le factuel, qu'il compte un petit peu trop sur le fait que vous avez des connaissances sur ce sujet pour bien suivre ce qui se passe. Il manque un petit peu ce problème là, faut bien connaître Citizen Kane pour pouvoir être intéressé par toutes ces histoires et pour comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité, voilà, parce que il va pas t'expliquer en détail comment Citizen Kane a été créé, non, il
compte sur le fait que tu connais Citizen Kane pour qu'après tu saches de quoi il parle à tel moment, quoi. Bon, heureusement, là, j'ai vu Citizen Kane, donc du coup, je sais de quoi il parle par-ci par-là. Mais même moi, tu vois, il y a certains détails où je suis pas sûr d'avoir tout compris, voilà, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu Citizen Kane, hein, faudrait que je le revoie, mais. Donc, ouais, renseignez-vous un petit peu sur Citizen Kane pour bien comprendre ce qui se passe dans le film, hein, parce que sinon, vous risquez d'être paumé. Seule petite mise en garde pour ce film qui, franchement, est excellent. Voilà, on n'arrête pas de critiquer les productions Netflix, mais franchement, des films comme ça, là, chapeau. Numéro 5, je comprends pas ce titre, Les Enfants du Temps. Voilà, alors je comprends que c'est un petit peu compliqué de traduire Weathering with You, voilà, comment on pourrait traduire ça de façon poétique? Refaire la météo avec toi, changer le temps qu'il fait avec toi, voilà, parce que weather et tout, c'est pas facile à... voilà, le temps, oui, on peut dire le temps qu'il fait, mais voilà, c'est difficile de mettre le temps qu'il fait, voilà, les enfants du temps qu'il fait, les enfants de la météo, ça fait un petit peu bizarre comme titre, mais voilà, c'est compliqué, mais... Par le réalisateur de Your Name, et justement, il y en a beaucoup qui comparent le film à Your Name en disant que j'ai moins été touché que par Your Name, mais... Je sais pas, moi j'ai quand même une petite préférence pour les enfants du temps, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être parce que là, il y a un peu plus d'interaction entre les personnages, alors que Your Name, ils sont très séparés géographiquement, donc c'est compliqué de faire cette relation-là. Mais là, comme ils ont beaucoup de moments ensemble, comme ils passent beaucoup de temps ensemble dans leur quotidien, je sais pas, j'étais plus dans l'histoire et tout. Et puis encore une fois, l'animation elle est super. Je veux dire, le mec il arrive à rendre beau à McDo. Là, rien que pour ça, le mec il mérite un Oscar. Réussir à donner l'impression qu'à McDo c'est mangeable, tu fais un meilleur travail que les pubs de McDo, quoi. Les personnages sont tout aussi attachants que dans Your Name, limite plus. Voilà, parce que il y a un peu plus de personnages, un peu plus haut en couleur et tout, de ce qui fait que ouais, j'ai peut-être une petite préférence pour celui-là. Et puis la thématique, quoi, l'idée que oui, nous sommes dans une civilisation qui a complètement déréglé le temps parce qu'on a fait des conneries avec la pollution, le réchauffement climatique, etc. Et ça, on force un petit peu cette nouvelle génération à se sacrifier pour pouvoir régler nos problèmes. Ce qui est une thématique très récurrente au Japon, j'ai remarqué, parce que Evangelion c'est aussi un petit peu ça quand on y pense. Et j'aime bien le fait que le film, la conclusion qu'il apporte à cette question, c'est fuck you guys, vous avez pas à sacrifier la vie de cette pauvre gamine, elle a le droit d'être heureuse, elle a le droit d'avoir une vie, au bout d'un moment vous avez niqué la planète, assumez que vous avez niqué la planète, quoi. Alors certes c'est peut-être un petit peu con de dire fuck la planète, mais voilà, je trouve quand même qu'il a un angle intéressant, ouais, parce que ouais, quitte à réparer le problème, autant que ce soit la génération qui a foutu la merde qui répare le problème, quoi. Pas la nouvelle génération qui vient à peine de naître et qui profite à peine de la vie, quoi. Non, et puis voilà, encore une fois, comme là ils sont un peu plus de contact entre eux, il y a un peu plus de scènes entre eux, de moments romantiques, de moments mignons, etc. Il y a même des petits caméos assez sympatoches de la part des personnages de Your Name qui sont genre oh, ça se passe dans le même univers, c'est sympa ça. Attends, avec ce qui se passe à la fin, qu'est-ce qu'ils deviennent? Oh. Puis la musique, encore une fois, Radwimp, hein, d'ailleurs j'ai la BO dans le Blu-ray, quoi, c'est cool. Genre le climax du film, genre vous savez de quelle scène je parle, voilà, la musique est superbe à ce moment-là. Et encore une fois, l'animation, elle est au top, quoi, ça rend toutes les scènes magnifiques, même les scènes un petit peu connes, genre, même la bouffe est magnifique dans ce film. Et la bouffe, c'est toujours un petit peu compliqué à rendre bien en animation, quoi. Après, je comprends ceux qui ont une préférence pour Your Name, oui, il y a certains trucs qui plaisent plus à certains, il y a certains qui peuvent trouver le concept un peu plus intéressant. Là où le pouvoir de la gamine, qui est de changer le temps en faisant une petite prière, je comprends que ça peut paraître moins intéressant à exploiter, mais je sais pas, voilà, il y avait quelques bonnes idées par-ci par-là. Je suis à fond dans le drame de ce gamin qui fait une fugue, qui essaye de se retrouver un petit peu dans la civilisation et tout. Non, franchement, moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai une préférence pour les enfants du temps par rapport à Your Name. Après, on verra les prochains films du mec, hein, on verra s'il fera mieux, s'il fera moins bien, mais pour l'instant, mon préféré du mec, c'est les enfants du temps. Mais bon, s'il y a encore une fois cette tradition française, Numéro 4, Une sirène à Paris. Alors, ça arrête pas de faire la morale aux gens que il faut soutenir le cinéma français en ne surtout pas regarder des films sur Netflix ou Disney+. Non, faut les voir en salle. Alors, bah, justement, je veux bien aller en salle, mais faut aussi choisir le genre de cinéma français qu'on défend. Moi, je préférerais laisser crever des trucs comme les blagues de Toto et soutenir des trucs comme les sirènes à Paris, parce que putain, les films français comme les sirènes de Paris, il en faut plus. Des films qui assument le côté fantaisiste, qui sont créatifs sur la mise en scène, qui offrent de superbes images, qui font un effort incroyable avec les décors, qui n'hésitent pas à faire un mélange entre le live action, la 3D, la 2D, la stop motion carrément, voilà, de faire un vrai conte moderne, voilà, avec
des petites tournures qui rendent le truc un peu plus adulte tout en gardant la simplicité d'un conte. Ah, c'est le genre de film français qui rappelle un petit peu les films de Jean-Pierre Jeunet, justement. Voilà, c'est du Jean-Pierre Jeunet moderne et c'est justement ce genre de film qu'il faudrait mettre en avant dans le cinéma français. Mais non, ceux qui font la morale qu'il faut soutenir le cinéma français en allant voir les films en salle, bah je veux bien, mais de l'autre côté, encourager les gens à voir des films français, quoi. Au bout d'un moment, ça se voit que vous voulez juste rabaisser les gens qui vont voir des films sur Netflix, quoi. Et justement, je le dis, allez voir Une Sirène à Paris, surtout si vous avez aimé Jacques et la mécanique du cœur, voilà, parce que c'est la même équipe, voilà, le même réalisateur, le même mec qui fait la musique, j'ai oublié le nom, voilà, les noms, je suis pas doué pour retenir, voilà, je suis pas spécialiste du réalisateur et du groupe qui fait la musique, mais en tout cas, si vous aimez ce style-là, vous allez beaucoup aimer le film. Et j'aime bien l'histoire de ce mec qui, voilà, il a très mal vécu une rupture, voilà, il a décidé de mettre un terme à ses relations amoureuses et il tombe sur une sirène qui, justement, a le pouvoir de rendre tout le monde amoureux d'elle, mais qui arrive pas pour celui-là parce que justement, il a complètement laissé tomber l'amour, qui apporte le petit côté poétique magique de ces contes que, voilà, on a un petit peu perdu à essayer de tout le temps justifier pourquoi il y a tel pouvoir, pourquoi ça marche comme ci ou ça. Retrouver cette simplicité de conte, moi, je suis pour. Et puis, il y a même des petits trucs que j'adore dans ce film, comme par exemple le fait que t'as une scène où la sirène, elle se met à pleurer, mais elle pleure pas des larmes normales, elle pleure littéralement des perles, mais des perles qui sont animées en stop motion. Et justement, je me dis, putain, vous avez fait l'effort de faire le truc en stop motion au lieu de faire de la synthèse ou quoi, mais tout ça pour donner un cachet au film, et ça, chapeau. Les efforts qu'ils font pour rendre le film charmant, c'est franchement, j'applaudis. Alors peut-être que certains critiqueront le jeu d'acteurs des acteurs principaux. Moi, je trouve qu'ils font le café. Et en ça, ils arrivent à rendre cette romance mignonne, donc au bout d'un moment, que demande le peuple. Et encore une fois, ce genre de film, ça devrait être la priorité pour le cinéma français. Parce que malheureusement, des films comme Une Sirène à Paris, c'est complètement oublié. Voilà, on le laisse crever dans quelques salles de cinéma, pendant qu'on met en avant des conneries à la Ducobu 3 ou les blagues de Toto et tout, voilà. Ça, c'est ça qui est en train de tuer le cinéma français, ça. C'est justement le fait qu'on retient que les merdes, on met en avant que des merdes, mais que les bons films, eux, on les laisse dans l'oubli. Et ben, justement, faut régler ça, faut encourager les gens à voir des films comme ça. Voilà, faut mettre la lumière sur ces films-là, parce que justement, c'est un cinéma qui a son identité propre, qui n'essaye pas de trop se la faire comme les Américains ou quoi, et qui a quand même de l'ambition et de la créativité. Bah, justement, c'est ça qu'on devrait faire, c'est ça qu'on devrait encourager pour pouvoir se démarquer par rapport au cinéma du reste du monde. Et comme ça, on aura des gens qui auront une certaine fierté d'être français et cinéphiles. En numéro 3, Jojo Rabbit. Ce film, il commence à tellement dater qu'on avait oublié qu'il était sorti cette année. Et on a encore une belle preuve que, les progressistes, ils ont pas d'humour. Excuse-moi, mais on a une comédie où t'as un gamin qui a comme ami imaginaire Adolf Hitler et on kiffe ce film. Encore une fois, on a le truc de, vous savez pas comment fonctionne l'humour, parce que l'humour, ça fonctionne selon des cibles, selon un certain code, un certain message, etc. Et justement, là, ce film-là, il se moque des nazis. Quand un personnage a un dialogue antisémite, c'est pas genre, lol, c'est drôle parce que c'est vrai. Non, on se moque des nazis qui disent littéralement, c'est drôle parce que c'est vrai. Et justement, ce genre de film, il a compris l'importance de se moquer de ceux qui doivent être moqués, à savoir les tortionnaires, les dictateurs, les nazis et tout, et ce qui doit surtout pas être moqué parce que ça fait du mal à des gens qui font rien de mal, à savoir les blagues antisémites. Ça fait du mal à de vrais gens et on te montre en quoi. Et pour le reste, la mise en scène a quelques idées créatives par-ci par-là. Taika Waititi prouve encore une fois son talent, et pour le coup, j'ai bien envie de voir le prochain film Thor qu'il est en train de faire juste pour lui, hein, parce que franchement, il vaut le coup. Les acteurs sont au top, même le gamin. Les gamins, c'est dur de trouver des bons enfants acteurs, mais lui, il se débrouille comme un chef. Surtout que voilà, c'est pas un rôle facile, hein. Faut que ce soit l'enfant insouciant, celui qui a peur des juifs et tout, celui qui affronte des trucs super dramatiques et tendus, et c'est limite, il doit être adulte avant d'avoir l'âge adulte, le pauvre. Et bien entendu, comment on peut oublier Taika Waititi dans le rôle d'Adolf Hitler, quoi. C'est juste des fois, c'est l'humour sur Hitler, il suffit de rien pour que ce soit hilarant. Genre, tu prends cette figure de mal et tu le mets juste en train de bouffer une tête de licorne, c'est bon, c'est hilarant. Et non seulement le film, il arrive à être très drôle, mais il arrive aussi à émouvoir, quoi, à montrer que, justement, pour les meilleurs maîtres de l'humour, c'est ceux qui savent aussi quand il faut faire pleurer le spectateur, quand il faut montrer le sérieux de cette situation. Quelque part, il y a une approche pas loin de Charlie Chaplin avec le dictateur, pas au même niveau, mais quand même, tu vois, un petit peu le côté faut profiter de la vie, ces gens-là ils sont ridicules, il faut jamais les prendre au sérieux, parce que si tu les prends au sérieux, oh putain, ça va te détruire ton monde, quoi. Au bout d'un moment, je suis genre quoi, le 1000e cinéphile à dire du bien de Jojo Rabbit, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir parce que c'est vraiment une priorité. Numéro 2, Soul. C'est une honte que Disney ait refusé de mettre ce film en salle, parce que putain, en salle, ce film il aurait été super, quoi. Que ce soit l'animation,
l'animation, les images, quoi, la façon dont il montre l'au-delà, le style d'animation pour ces créatures qui sont entre la vie et la mort et tout, franchement, c'est un véritable spectacle, même pour des petits détails à la con, et rien que pour ça, c'est un crime. Alors, je sais que Disney n'est pas coupable à lui tout seul, il est quand même responsable parce qu'il a décidé de laisser crever les salles de cinéma en mettant Mulan et Soul sur leur service de streaming, au lieu de juste serrer un petit peu les fesses et remettre le film quand il pourra sortir en salle. Mais c'est vrai que bon, c'est surtout la faute du virus, quoi, autant être honnête. Et dans ce film, encore une fois, Peter Docter, il prouve que c'est un génie. Je sais que certains vont peut-être dire que j'exagère, mais le mec c'est un génie. Le fait qu'il arrive à retranscrire des sentiments très lourds, très complexes, et à mener des réflexions philosophiques aussi complexes que la vie, la mort, l'existence, etc., pour être accessible pour des gosses, rien que pour ça, le mec c'est un génie. Einstein a dit, enfin non, les fancatrostiques ont dit que Einstein a dit, hein, on va se méfier sur les références, ce que vous n'arrivez pas à expliquer à un enfant de 5 ans, vous n'avez pas compris vous-même. Et ben justement, Peter Docter, il montre qu'il a compris tous ces questionnements philosophiques en arrivant à rendre ça accessible pour un film familial, rigolo, voilà, accessible à tous, pour enfants, et qui malgré tout a quand même des moments qui mettent les personnages face à la dépression, l'acceptation de la mort, découvrir qu'est-ce que c'est vraiment le sens de la vie et tout. Le tout avec du fun. Comme quoi tu peux être un film très profond et être un film fun en même temps. Même en VF, c'est rare ces temps-ci qu'on ait de bonnes VF, mais là pour le coup, Soul il se défend au niveau VF, hein. Omar Sy il est très bon, même Ramzi Bedia il se débrouille très bien dans le film. Et puis je veux même pas parler de l'animation, je veux dire entre le super réalisme dans les phases qui se passent dans notre monde qui sont magnifiques encore une fois, et la simplicité de l'animation dans l'au-delà et tout, ce sont des maîtres. Encore une fois, Pixar, il montre qu'en termes d'animation, en image de synthèse, les mecs, ce sont des maîtres. Je veux dire, même la musique, elle est magnifique. Dès que j'ai vu le film, je me suis dépêché de prendre la BO, quoi. C'est super à ce point. Alors, je sais qu'il y en a certains qui critiquent un petit peu le fait que, voilà, pour une fois qu'on a un film d'animation avec des personnages principaux noirs, on n'en profite pas pour faire un film purement pour les noirs, voilà, on se contente d'un film qui vise avant tout un public blanc, ce qui... C'est une question auquel j'ai pas trop réfléchi, j'avoue. J'imagine que c'est un problème qui mérite d'être discuté. Voilà, je suis encore un petit peu ignare sur tous ces problèmes sociaux. Donc j'imagine que ouais, c'est une opportunité manquée pour certains. Mais en soi, le film, voilà, il est suffisamment excellent sur tellement de points que... Ouais, bon, ok, je comprends que ça fasse chier. Mais en soi, je trouve ça un petit peu dommage de reprocher tout ça à ce film qui fait déjà beaucoup de choses de façon prodigieuse. Et pour finir en numéro 1, Adieu les cons. Je suis allé voir Adieu les cons 2 fois en salle. Toi, qu'est-ce que t'as fait pour aider le cinéma français, hein? Ne prenez pas trop cette phrase au sérieux, hein, voilà, je vous reproche pas de pas vous soutenir, voilà. Vous voyez les films comme vous voulez, encore une fois. Hein. Film que d'ailleurs, je suis allé voir pratiquement à l'aveugle, hein, parce que il y avait zéro com autour de ce film. Je regardais un petit peu sur le site de l'UGC qu'est-ce qu'il y avait comme film qui passait ces temps-ci, voilà, on était en période de déconfinement, et je vois à un moment une case où il n'y a pas d'affiche ou quoi, ça dit Adieu les cons, tiens, le titre est rigolo, ça attire un petit peu mon œil, et je vois par Albert Dupontel, je suis genre... Dans quoi? Il y a un Albert Dupontel qui est sorti, on m'a pas prévenu. Et je vois que c'est une avant-première et tout, que vous pouvez voir en exclusivité le film quelques mois avant sa sortie. Donc j'y suis allé complètement à l'aveugle, sans même savoir à quoi ressemble le film, qui joue dedans. Enfin si, il y avait Albert Dupontel, quelques acteurs, etc. Indiqués sur le nom, je retiens plus les noms malheureusement. Et putain, je regrette pas. Ah, celui-là, sans problème, numéro 1. L'avantage des listes de cette année, c'est que je n'ai aucune hésitation sur qui va finir numéro 1. Autant pour le top des meilleurs films que pour celui des pires films. Mais ouais, si vous voulez soutenir le cinéma français, bah faut encourager les gens à voir des films comme ceux de Albert Dupontel ou Une sirène à Paris, parce que justement eux, ils arrivent à garder un côté purement français, que ce soit au niveau du style, au niveau de la façon de faire de l'humour, etc. C'est des trucs purement français, mais fait avec ambition. On n'est pas obligé de faire un Tuche 4 pour soutenir le cinéma français. Non, on peut le soutenir juste en faisant des bons films avec ambition. Mais ça, apparemment, l'ambition, c'est un peu trop américain pour certains. Donc, surtout qu'en plus, ce film, il parle un petit peu de social, quoi. Ce qui est un petit peu marrant parce que la séance de cinéma où j'y suis allé, on a eu la chance d'avoir Albert Dupontel parmi nous, avec qui on a fait un Q&A, voilà, pour lui poser des questions par rapport à ça. Et il insistait bien sur le fait que, oui, je sais que mes critiques sur les flics dans ce film, ça fait un petit peu bizarre dans le contexte. Je tiens à dire que je n'ai aucun engagement politique, hein. Je fais que commenter le monde tel que je le vois. Ah ouais, donc même en étant le plus centriste possible, tu confirmes qu'il y a des problèmes de société. Ah bah c'est beau. Et du coup, ouais, ça commente sur les flics qui sont un petit peu trop sur l'action, ça commente l'absurdité
absurdité de l'administration française qui fait que une pauvre femme qui veut juste retrouver son gosse avant de mourir doit attendre 14 mois ou quelque chose pour avoir ne serait-ce qu'un nom, qu'un pauvre mec qui travaille dans l'informatique se retrouve sans boulot, tout ça parce qu'un connard a décidé de prendre quelqu'un de plus jeune sans bonne raison, qu'un mec aveugle se retrouve à gérer les archives juste pour pouvoir faire du quota. D'ailleurs, le personnage de l'aveugle, il est magnifique. J'ai cherché le nom de l'acteur là parce que je déteste ne pas avoir la mémoire des noms, parce que putain, niveau acteur français sous-estimé, lui, il a la palme, hein. Nicolas Marié, voilà, le personnage joué par Nicolas Marié, il est magnifique. Ils font quelques blagues sur le fait qu'il est aveugle, ce qui est un petit peu innocent, mais de l'autre côté, ils en font le meilleur personnage parce qu'il est vraiment naïf, il est vraiment mignon, il est vraiment touchant par moments. Il veut aider juste parce qu'il aime bien la nana et tout. C'est de loin mon personnage préféré. Et il y a des scènes avec lui qui sont limite poétiques, quoi. Il y a une scène où il essaye d'aider la nana à retrouver son chemin en voiture et il se base sur ses souvenirs de l'époque d'avant qu'il soit aveugle. Donc du coup, il commente, alors là, normalement, vous avez l'ancien cinéma et tout. Et là, tu vois le reflet de la vitre et tu vois que en fait, ça a été remplacé par des gros buildings de chefs d'entreprise, d'où ça machin. Là, normalement, il y a la boulangerie, c'est fermé. Là, normalement, il y a la médiathèque. Là aussi, ça a été remplacé. Et c'est à la fois triste, mais beau, justement, parce que la façon dont il l'amène, la façon dont le mec parle de comment c'était à l'époque, voilà, c'est vraiment touchant comme scène. Et la mise en scène, elle a tout le temps des idées par-ci par-là. Rien que le truc de voir des personnages monter à un escalier, même là, c'est un véritable spectacle à voir juste par la façon dont c'est filmé, quoi. Mon idée de mise en scène préférée, c'est dans une conversation téléphonique où il y a un ordre qui passe de tel mec à tel mec à tel mec, et du coup, il montre ça en montrant une caméra qui fait 360 degrés autour de la tête du mec, et chaque fois que ça passe dans une zone d'ombre, ça passe à une autre tête, c'est genre des... C'est tout con. En plus, c'est tout con comme mise en scène, mais ça marche, et ça rend le film encore plus génial, quoi. Surtout avec l'esthétique d'Albert Dupontel, qui pas aussi prononcé qu'un Au revoir là-haut, mais disons que c'est un peu plus évolué qu'Enfermé dehors. Voilà, si vous avez aimé Enfermé dehors, vous allez adorer ce film. En fait, même si vous avez aimé Au revoir là-haut, vous allez aimer parce que c'est un parfait mélange entre les deux styles, quoi. Le côté un petit peu poétique, créatif, baroque de Au revoir là-haut, et le côté purement burlesque et satirique de Enfermé dehors. Mention spéciale pour Virginie Efira, voilà, encore une fois, j'ai pas la mémoire des noms, donc il faut que je vérifie, qui franchement doit être une des meilleures actrices françaises qu'on ait là maintenant, hein. Vous vous souvenez de l'époque où elle faisait juste la présentation d'une émission OSEF sur M6? Qui aurait cru qu'un jour on dirait ouais, c'est une super actrice la nana. Je comprends pourquoi Bort l'a épousée. D'ailleurs, elle va revenir dans le film? Ce serait con de pas la faire revenir. Donc ouais, absolument, regardez Adieu les cons. C'est une pure merveille. Surtout si vous avez la prétention de vouloir défendre le cinéma français, bah justement, allez soutenir le cinéma français en donnant de l'argent à des films comme ça. Surtout qu'en plus, ce pauvre film, il est sorti durant le déconfinement, ce qui veut dire qu'à peine sorti, il devait déjà refermer les cinémas. C'est con. Mais à ce qui paraît, même dans ces conditions, il a réussi à rapporter pas mal d'argent. Tant mieux, hein. J'espère qu'il rapportera encore plus, ne serait-ce que quand les cinémas seront à nouveau ouverts, il sera toujours là. J'ai de grandes chances que je le vois une troisième fois et que j'embarque d'autres copains le voir. Pour l'instant, je m'en lasse pas. Bon, je l'ai vu que 2 fois, mais pour l'instant, je m'en lasse pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette longue vidéo sur les quelques films que j'ai beaucoup aimés durant l'année 2020. Et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons parler des films moins joyeux. Et bien sûr, si vous voulez voir plus de mes créations, voir les fermer là, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee, Utip, tout ça machin. Voilà. Allez, à ciao tout le monde!